Bonjour et bienvenue. Prête à explorer un sujet qui parle à beaucoup de monde aujourd'hui? On va se pencher sur un e-book qui propose une approche, disons, différente de la perte de poids. Ça s'appelle La méthode simple pour une perte de poids durable. Il est écrit par Sylvie, qui est coach spécialisée là-dedans, et aussi dans le mindset. Mhm. Et ce guide, il s'adresse surtout aux personnes qui ont peut-être un peu tout essayé, niveau régime, Oui, c'est ça. souvent sans succès durable, et qui cherchent autre chose. Quelque chose de plus. Réaliste, peut-être. Tout à fait. Et de plus doux aussi. L'auteure, Sylvie, elle raconte d'ailleurs son histoire. Elle a perdu 27 kilos après des années de yo-yo, de rapports compliqués avec la nourriture. Ça plante le décor, je trouve. Oui. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que l'approche, elle se démarque vraiment des régimes classiques, très restrictifs. Le livre explique bien pourquoi cette restriction pure et dure, ça finit souvent par échouer. Ah oui, mhm. Oui, c'est dur physiquement, le corps se met un peu en mode survie, et puis mentalement. C'est la frustration, la culpabilité, c'est un cercle vicieux, quoi. D'accord. Ici, l'idée, c'est vraiment autre chose. On se concentre sur 5 clés essentielles pour mieux se comprendre, simplifier le quotidien et surtout construire des habitudes qui tiennent la route. Voilà, donc notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ces 5 grandes clés, les 5 conseils de base que donne le livre pour une transformation sereine et qui dure. C'est parti. Allons-y. Alors, première clé. Et là, c'est intéressant, c'est pas l'assiette, tout de suite. Non, Oui, le sport d'ailleurs, c'est l'état d'esprit, le fameux mindset. L'auteur le dit clairement, tout commence dans la tête. oui, c'est vraiment le point de départ. C'est fondamental. Le livre donne un exemple assez parlant. 2 personnes qui suivent le même programme. L'une réussit, avance, elle rebondit après un obstacle parce qu'elle a un état d'esprit positif, résilient. Et autre, elle l'abandonne à la première difficulté, complètement bloquée par le sentiment d'avoir tout fichu en l'air. C'est fou ça, le sentiment d'échec qui paralyse. Exactement. Et le livre pointe du doigt un coupable fréquent, le perfectionnisme. Ah, le perfectionnisme. Oui, cette croyance qu'il faut tout faire parfaitement, tout le temps, que le moindre petit écart, la moindre sortie de route, ça annule tout. Et ça, paradoxalement, ça peut pousser à manger encore plus par découragement. C'est tellement ça le piège du tout ou rien. Alors concrètement, qu'est-ce que le livre propose pour travailler là-dessus, sur ce mindset, sans forcément détailler tous les exercices, mais l'idée générale? En gros, il y a 3 étapes clés. D'abord, identifier ces pensées un peu automatiques, souvent négatives. Cette petite voix qui murmure « j'ai aucune volonté, j'ai tout gâché, c'est foutu pour aujourd'hui ». Juste, voilà, en prendre conscience. Sans jugement. D'accord, juste les repérer. C'est ça. Ensuite vient l'étape de la transformation, c'est-à-dire essayer de remplacer consciemment ces pensées-là par des versions plus aidantes, plus constructives. Mhm. Par exemple, au lieu de «j'ai tout gâché avec ce gâteau», se dire plutôt «ok, bon, ce repas était peut-être pas idéal, mais le prochain peut l'être, je continue mon chemin». Changer le disque intérieur en quelque sorte. Ça fait partie du processus, que ce n'est pas grave de ne pas être parfait. J'aime beaucoup l'image du GPS qu'utilise le livre. Ah ouais, elle est bien. Quand on rate une sortie sur l'autoroute, le GPS, il nous dit pas c'est fini, rentre chez toi, t'es nul. Il recalcule l'itinéraire. C'est exactement ça. Et là, c'est pareil. Un écart, c'est juste un petit détour. L'important, c'est de remettre le clignotant et de reprendre la bonne direction. La constance, c'est plus important que la perfection. Tout à fait. Il y a d'ailleurs un mantra dans le livre qui résume bien ça. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. Ce qui compte, c'est d'avancer pas à pas, car chaque petit geste me rapproche de mon objectif. C'est puissant, ça. Oui, c'est un message de bienveillance envers soi-même, chose qu'on n'entend pas si souvent dans les approches plus classiques, souvent plus dures, disons. C'est clair. Alors, une fois qu'on a posé ces bases mentales, le livre nous invite, logiquement, à nous reconnecter à notre corps, à ses signaux. C'est la deuxième clé. Apprendre à écouter, à décoder ce que le corps nous dit. Surtout, la différence entre la vraie faim, la faim physique, et puis les envies qui sont plus liées aux émotions. Oui, et ça, c'est une compétence hyper importante pour sortir du mode pilotage automatique. On mange souvent par habitude, parce que c'est l'heure, ou alors pour gérer le stress, l'ennui, la tristesse. Mhm. Le livre a une phrase assez forte là-dessus. Quand tu manges sans faim, tu manges sans faim. Ah oui, pas mal. Parce que manger pour essayer de combler un besoin émotionnel, ça ne satisfait jamais vraiment ce besoin-là au fond. Ça soulage peut-être sur le coup, mais ça ne règle rien. Mais alors, comment on fait la différence, justement, entre la faim physique et la faim émotionnelle? Alors, le livre décrit la faim physique comme quelque chose qui arrive progressivement. On la sent dans le corps.
un creux dans l'estomac, des gargouillis, et elle peut être calmée par différents types d'aliments. On n'a pas forcément envie d'un truc précis. D'accord. La faim émotionnelle, elle est souvent plus soudaine. C'est une envie très spécifique. Genre, là, tout de suite, il me faut ce chocolat ou ce paquet de chips. Ah oui, l'envie très ciblée. Voilà. Et elle est directement liée à une émotion, stress, coup de blues, fatigue, ou à une situation particulière. Oui, l'analogie de la voiture est pas mal aussi, non? La faim émotionnelle, c'est un peu comme voir une pub super alléchante pour une station-service alors que notre réservoir est plein. C'est une envie déclenchée par l'extérieur, pas par un besoin réel du corps. Rien que de réaliser ça, c'est déjà un grand pas. Et l'autre aspect important, c'est d'apprendre aussi à reconnaître quand on n'a plus faim, la satiété. Exactement. Savoir s'arrêter sans forcément se sentir plein comme une outre. Ce qui n'est pas si évident, hein. Surtout si on a pris l'habitude de finir son assiette ou si on a fait des régimes très restrictifs qui ont un peu brouillé les signaux. Tout à fait. Le livre suggère un petit exercice simple. Au milieu du repas, juste faire une pause. Poser ses couverts, respirer un coup et se demander où j'en suis. Est-ce que j'ai encore faim? Juste prendre un temps d'arrêt. Voilà. Et concernant les envies émotionnelles, l'approche n'est pas de les supprimer à tout prix, de lutter contre, c'est plutôt de les accueillir, de comprendre ce qu'elles cachent et de trouver d'autres moyens d'y répondre. D'accord. Une première étape clé, c'est souvent la pause de 2 minutes. Quand l'envie monte, hop, on s'arrête, on respire et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en moi, là? De quoi j'ai vraiment besoin maintenant? Ça demande un peu d'entraînement, j'imagine. Oui, c'est une pratique. Le livre parle aussi de tenir un journal des déclencheurs pour mieux voir ce qui, dans notre quotidien, provoque ces envies. Ah, intéressant. Et puis de développer des stratégies alternatives pour s'apaiser ou se réconforter sans passer par la nourriture. Respirer profondément, marcher un peu, boire un verre d'eau, écouter de la musique, appeler quelqu'un. Construire sa propre boîte à outils anti-grignotage émotionnel, en quelque sorte. C'est exactement ça. L'idée, c'est de trouver ce qui marche pour soi pour répondre aux besoins réels qui se cachent derrière l'envie de manger. D'ailleurs, il y a même un cours vidéo bonus offert avec le livre sur ce sujet précis. Ça montre bien que c'est un point central de la méthode. Comprendre et gérer ses émotions face à la nourriture, oui, c'est clé. Tout à fait. Bon, passons à l'assiette maintenant. Avec la troisième clé, simplifier sa nutrition. Là, on s'éloigne des calculs savants, du comptage de calories, en tout cas au début. L'accent est mis sur des repères visuels, faciles à utiliser. Oui, c'est ça. L'idée principale, c'est de construire une assiette équilibrée autour de 4 grands piliers. Ces piliers travaillent ensemble pour bien nourrir le corps, assurer la satiété, c'est-à-dire ne pas avoir faim 1 heure après, et fournir une énergie stable. Et quels sont ces 4 piliers? Alors, il y a les protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, tofu, pour la satiété et les muscles, les fibres, surtout via les légumes, pour le volume dans l'assiette et dans l'estomac, et aussi la satiété, les glucides de qualité, riz complet, quinoa, pain complet, patates douces, pour l'énergie longue durée, et enfin les bons gras, huile d'olive, avocat, noix, poisson gras, qui sont essentiels pour plein de choses, y compris la satiété. D'accord. Protéines, fibres, glucides de qualité, bons gras. Et concrètement, ça donne quoi visuellement dans l'assiette? Le repère visuel qui est proposé, c'est assez simple. On vise une assiette composée à peu près pour moitié de légumes. La moitié, d'accord. Oui, pour les fibres, les vitamines et le volume, ça cale bien. Ensuite, environ 1/4 de l'assiette pour les protéines et 1/4 pour les glucides de qualité. Moitié légumes, 1/4 protéines, 1/4 glucides. Voilà, et on n'oublie pas d'ajouter une petite portion de bon gras, comme un filet d'huile d'olive, quelques noix ou un peu d'avocat. Et pour les quantités exactes, faut sortir la balance à chaque repas. Eh bien non, justement. Et c'est ça qui est pratique au quotidien. Le livre propose d'utiliser ses propres mains comme guide. Ah oui, comment? Par exemple, la portion de protéines, ça serait à peu près la taille de la paume de la main, sans les doigts. La portion de glucides, la taille du poing fermé. Pour les légumes, on vise l'équivalent de 2 poings fermés. On veut du volume. 2 points pour les légumes, ok. Et pour les bons gras, une portion de la taille du pouce environ. C'est une méthode simple, c'est personnalisé puisque ça dépend de la taille de nos mains, et on a toujours nos mains sur nous. C'est plutôt malin comme système, oui. Simple et visuel. Exactement. Le livre insiste aussi beaucoup sur un autre point qu'on a tendance à négliger, l'hydratation. Boire de l'eau. Ah oui, crucial. On le dit souvent, mais c'est vrai. Boire suffisamment, entre 1,5 et 2 litres par jour,
C'est hyper important. Ça aide le métabolisme, ça aide le corps à bien éliminer les déchets et ça évite aussi de confondre la soif et la faim. Combien de fois on a envie de grignoter alors qu'en fait on a juste soif? Exactement. Parfois, boire un grand verre d'eau, ça fait passer l'envie. Et là aussi, j'imagine qu'il y a des astuces simples pour boire plus. Oui, des trucs basiques, avoir toujours sa gourde ou sa bouteille d'eau avec soi, boire un verre d'eau systématiquement au réveil, avant chaque repas, des petites habitudes quoi. D'accord. En fait, tout ce chapitre sur la nutrition, il vise vraiment à décomplexifier les choses. Donner des bases saines, faciles à appliquer, même quand on mange dehors ou en vacances. L'idée, c'est la flexibilité, l'équilibre sur le long terme, c'est ça. C'est tout à fait ça. Pas la perfection à chaque repas, mais un équilibre global. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais comment on fait pour que ça dure? Pour que ces changements s'installent vraiment? Et c'est là qu'arrive la quatrième clé, le pouvoir des petites habitudes. Oui, L'auteur explique que les grands changements radicaux, genre tout révolutionner du jour au lendemain, c'est souvent trop dur à tenir. La vraie transformation durable, elle viendrait plutôt de petites actions répétées chaque jour. c'est le principe des micro-actions ou des petits pas. Une action qui peut sembler minuscule, presque ridicule parfois. Genre quoi, par exemple? Par exemple, décider de marcher juste 10 minutes après le déjeuner. Ça paraît rien, 10 minutes. Mais si on le fait tous les jours, sur un an, ça fait plus de 60 heures d'activité physique. Ah oui, vu comme ça. L'effet cumulé est énorme. Et l'avantage de ces petites habitudes, c'est qu'elles demandent peu d'effort mental une fois qu'elles sont installées. Elles deviennent automatiques. Et chaque petite réussite, ça renforce la confiance, ça crée un cercle vertueux. Et comment on met ça en place concrètement? Le livre donne des pistes? Oui, il suggère de créer des routines simples. Par exemple, une mini-routine le matin pour bien démarrer la journée. Même 5 ou 10 minutes suffisent. Boire un verre d'eau, faire quelques respirations, peut-être un petit mouvement doux, prendre un petit déjeuner équilibré. Ça donne un ton positif. Une routine de départ. Voilà. Ou alors des routines pour simplifier l'alimentation et réduire la charge mentale, comme planifier vaguement les repas de la semaine, avoir une liste de courses type, préparer quelques légumes ou céréales d'avance le week-end, des trucs pour se faciliter la vie. Le fameux batch cooking, mais en version simple, quoi. Exactement. Pas besoin de passer des heures en cuisine et avoir toujours sous la main des options saines et rapides pour les jours où on n'a pas le temps ou l'envie. Et il y a aussi cette idée de moment reset, c'est ça? J'ai trouvé ça intéressant. Ah oui, le moment reset, c'est un outil super utile, je trouve. C'est un petit rituel qu'on décide d'activer volontairement quand on a fait un écart ou quand on sent qu'on commence à déraper un peu. Au lieu de culpabiliser et de se dire foutu pour foutu, Précisément. Au lieu de tomber dans ce piège, on active son reset. Ça peut être tout simple, s'arrêter 1 minute, prendre 3 grandes respirations, boire un verre d'eau, faire 5 minutes de marche. L'idée, c'est de couper court à la spirale négative de la culpabilité et de se remettre tout de suite sur les rails, sans drame, sans jugement. C'est une manière de cultiver la flexibilité dont on parlait. ça me semble hyper précieux pour éviter de tout laisser tomber au premier accroc. Pour rendre ça concret, il y a un exercice qui est proposé, non? Quelque chose avec 3 actions. Oui, l'exercice des 3 actions par jour. L'idée, c'est de choisir 3 toutes petites actions réalistes, vraiment faisables, et de s'engager à les faire chaque jour pendant une semaine. Par exemple, 1. Boire un grand verre d'eau au réveil. 2. Ajouter une portion de légumes au dîner. 3. Marcher 10 minutes dans la journée. Et on les coche chaque soir. Voilà, on les coche pour visualiser la régularité. Le but, c'est de se concentrer sur cette constance des petites actions, plutôt que de viser trop vite et de se décourager. Mieux vaut faire peu, mais tous les jours, que beaucoup, mais une fois de temps en temps. C'est vraiment ça l'esprit. La régularité paie toujours sur le long terme. On arrive donc à la 5e et dernière clé. On a le bon état d'esprit, on écoute son corps, on a simplifié l'assiette, on mise sur les petites habitudes. Maintenant, comment on passe vraiment à l'action? Et surtout, comment on tient bon dans la durée? C'est ça. Ce dernier chapitre, il aide à construire son plan de départ et à cultiver la persévérance. Et le mot d'ordre, si j'ai bien compris, c'est encore une fois, Commencez petit. sans surprise. Le livre suggère de choisir seulement 3 tout petits changements pour la première semaine. Des choses qui semblent presque trop faciles. Reprendre les 3 actions de l'exercice, par exemple. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de se mettre en mouvement, de démarrer, sans se sentir submergé ou effrayé par l'ampleur de la tâche. Juste faire le premier pas, puis le suivant. On retrouve cette méthode des petits pas. Continuer d'avancer un pas après l'autre, même quand la motivation n'est pas au top. Parce qu'elle ne l'est pas toujours, faut être réaliste.
Bien sûr que non. La motivation, ça fluctue, c'est normal. Le livre insiste là-dessus, la constance est plus importante que la perfection ou même que la motivation. Si on n'a pas le temps ou l'énergie pour faire sa séance de sport de 30 minutes, eh bien, faire 5 ou 10 minutes d'étirement ou de marche, c'est déjà une victoire sur l'immobilité. C'est mieux que rien. Chaque petit pas compte. Voilà. Le chapitre parle aussi de comment gérer les coups de mou, les moments de doute, de découragement qui sont inévitables dans tout processus de changement. Et alors, on fait quoi dans ces moments-là? Surtout, ne pas les voir comme des échecs définitifs, plutôt comme des occasions d'utiliser les outils qu'on a développés, activer son moment reset, se reconnecter à son pourquoi profond, pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment, me sentir mieux, avoir plus d'énergie, jouer avec mes enfants sans être essoufflé. Se rappeler le sens de la démarche. Oui, et surtout pratiquer l'autocompassion. Être bienveillant avec soi-même comme on le serait avec un ami qui traverse une difficulté. Se relever après un moment difficile, ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible. Au contraire, ça renforce la résilience. Un point que j'ai trouvé super pertinent aussi, c'est l'invitation à suivre ses progrès. Autrement qu'avec le chiffre sur la balance. Ah oui, très important. Ce chiffre, il peut être tellement frustrant, il bouge pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec la perte de graisse. Rétention d'eau, cycle hormonal. Se focaliser uniquement là-dessus, c'est souvent décourageant. Alors, on regarde quoi d'autre? Le livre encourage à observer et à noter plein d'autres choses. Les petites victoires du quotidien, une envie gérée, un repas équilibré savouré, une nouvelle recette testée, son niveau d'énergie, la qualité de son sommeil, son humeur, comment on se sent dans ses vêtements, prendre ses mesures, faire des photos de temps en temps. Les changements invisibles en quelque sorte. Exactement. Ces signes-là montrent souvent des progrès bien réels, un bien-être qui s'améliore, même si la balance ne bouge pas tout de suite. Célébrer ces progrès-là, c'est un super moteur. Et pour finir, pour bien ancrer son engagement, il y a un dernier petit exercice. Oui, l'exercice de la phrase clé. Il s'agit d'écrire sa propre phrase d'engagement, une phrase personnelle, positive, motivante qui résume son intention. Par exemple, je choisis de prendre soin de moi un pas après l'autre avec douceur et constance. Et on l'affiche quelque part? Oui, l'idée c'est de la garder bien visible, sur le frigo, le miroir, en fond d'écran, pour pouvoir s'y reconnecter régulièrement. Surtout dans les moments de doute ou de difficulté. C'est comme un petit phare personnel. D'accord. Donc, si on résume ces 5 clés, ça donne un parcours assez logique finalement. 1. On travaille d'abord son état d'esprit. On vise la constance, pas la perfection. On est bienveillant. C'est ça. 2. On réapprend à écouter son corps. Faim physique, faim émotionnelle, satiété. Mhm. 3. On simplifie l'assiette. Les 4 piliers, les repères visuels avec les mains, l'hydratation. Simple et efficace. Voilà. 4. On mise sur le pouvoir des petites habitudes, des micro-actions répétées chaque jour, le fameux effet cumulé. Exactement. Et 5. On passe à l'action avec un plan réaliste, basé sur les petits pas, et on apprend à gérer les hauts et les bas du parcours avec résilience et autocompassion. Acharnée, la privation et la perfection. Elle se construit plutôt dans la douceur envers soi, la régularité des petits efforts, la simplicité et une meilleure connexion à ses propres besoins et sensations. C'est moins un régime au sens strict qu'une invitation à construire un mode de vie différent, étape par étape. Oui, un mode de vie qui soutient notre bien-être sur le long terme, tout en acceptant que le chemin ne sera pas toujours une ligne droite parfaite. Il y aura des virages, des pauses, des redémarrages, et c'est OK. C'est une perspective qui peut sembler moins intimidante et peut-être plus encourageante pour beaucoup de personnes qui sont un peu fatiguées des approches radicales qui ne tiennent pas. Oui, mettre l'accent sur ce qui est faisable au quotidien, sur les petites victoires, ça peut vraiment changer la perception du processus, le rendre plus humain, plus accessible. Eh bien, merci d'avoir exploré avec nous ces 5 clés tirées de l'e-book « La méthode simple pour une perte de poids durable ». On espère que cette analyse vous aura apporté quelques éclairages utiles. Merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle exploration, et peut-être pour laisser une petite pensée en suspens, inspirée justement par cette approche des petits pas, si l'on ne devait choisir qu'une seule micro-action, vraiment minuscule, celle qui nous semble presque trop facile pour avoir un impact, juste pour amorcer ce cercle vertueux dès aujourd'hui. Quelle serait-elle pour chacun d'entre nous ?